Salut et bienvenue à tous dans le podcast Open Mind. Aujourd'hui, on a Joël invité avec nous. Et Joël qui a des histoires complètement dingues, c'est-à-dire... À raconter, ouais. Ouais, des histoires de fou. Comment tu t'es fait attaquer par des pirates et comment tu as perdu 130 000 € à cause de cette histoire. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu tout ton parcours. On va s'intéresser un petit peu à ce que tu fais, comment tu le fais, quelles ont été tes réussites, quels ont été tes échecs, comment tu t'en es servi pour pouvoir step up. Et puis après, on se laissera aller sur des jeux et des trucs un petit peu plus sympas, un petit peu plus cool pour s'amuser. Bon. Avec plaisir. Bon, en tout cas, Seb, merci de me recevoir sur ta chaîne. C'est avec plaisir. C'est bien sympa. Moi, c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice, donc bon, ça sera une première et ça sera sympa. Tranquille, et c'est on va voir embêtant. comment ça se passe, et puis c'est cool. Et puis voilà, très content. Allez, avec grand plaisir. Le plaisir est partagé en tout cas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, savoir qui tu es, quoi. Bon, moi, je m'appelle Joël. Ça fait 2 ans que je vis à Maurice. C'est ici qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et donc moi, j'ai un petit parcours d'entrepreneur. J'ai commencé assez jeune à être à mon compte. Un petit peu par accident, on va dire, mais avec bonheur. Et puis aujourd'hui, je fais du e-commerce. Donc j'ai complètement lâché l'entreprise physique pour passer au e-commerce. Et voilà. Ok, on va voir un petit peu cette transition. Tu dis par accident, c'est-à-dire comment t'es Par tombé accident, dans- parce que si tu veux, je me suis mis à mon compte. Donc tu vois, je devais avoir peut-être 21, 22 ans. Ouais. Je faisais pas mal d'intérim, de petits boulots à la con qui me plaisaient pas forcément. Et donc je me voyais pas faire ça très souvent. Donc j'ai passé une formation de plomberie à l'époque. Et puis je sors de ma formation et puis je fais comme tout le monde, je cherche du boulot parce que j'avais l'habitude de chercher du boulot. Donc je cherche du boulot et puis à cette époque, on sortait de la crise de 2008, donc l'immobilier ça se portait pas super bien, etc. Donc c'était un peu bas. Et donc je cherche du boulot et malheureusement j'en trouve pas. Donc jeune entre guillemets diplômé de plomberie, on va pas dire un diplôme, mais bon, enfin bref. Et donc je travaille avec ce diplôme et je cherche du boulot mais j'en trouve pas. Donc compliqué. Donc je décide de me mettre à mon compte et j'avais un collègue à cette époque, son beau-frère pardon, construisait sa baraque, donc il commence à me donner un peu du boulot. Et je démarre comme ça. Et puis après, j'avais mon frère qui habitait à Clermont-Ferrand à cette époque aussi, et qui lui connaissait, qui travaillait pour des grosses boîtes qui faisaient des marchés publics, qui connaissait un gars, et puis qui cherchait à l'époque un sous-traitant pour l'aider. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis rentré dans l'entrepreneuriat, on va dire entre guillemets un peu par accident. Mais c'est comme ça que je suis arrivé à ça, quoi. Ok, donc tu as commencé en tant que plombier, ensuite tu as monté des équipes en tant que plombier. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ça a pris du volume un peu cette affaire ou t'es resté... Si tu veux, en fait, j'ai démarré en tant que sous-traitant et puis je voyais tous ces marchés publics, ces grands bâtiments se construire. Je voyais qu'il y avait quand même pas mal d'argent là-dedans. Et je me suis dit, la sous-traitance, c'est bien. Il y a peut-être un peu plus de cash à faire en n'étant pas sous-traitant, mais en étant la personne qui va chercher les marchés directement. Donc j'ai dû faire de la sous-traitance pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et puis après, je me suis intéressé aux appels d'offres tout doucement. Puis j'ai commencé à aller répondre à mes premiers appels d'offres. Donc à savoir quand même que quand j'avais démarré en sous-traitance, j'avais déjà commencé à prendre des salariés. Donc je commençais à me familiariser un peu avec tout ça. Et j'ai commencé mes premiers appels d'offres. Et puis après, j'ai fait grandir la boîte grâce à ça. Et j'ai vendu cette activité par la suite. Ah, mais justement, venons-en au fait. Pourquoi est-ce que tu as vendu cette activité? Ah là 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 là, c'est une grande question, une grande histoire. On va aller la creuser alors. Écoute, non, je vais t'expliquer tout ça. Alors premièrement, il y avait plusieurs choses, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à faire tout ça. Mais sauf que j'arrivais à un palier où c'est que je prenais plus forcément de plaisir à faire cette activité, surtout. Et en plus de ça, il y avait une ambiance que je trouvais un peu, on va dire, morose. Dans le sens où c'est que le bâtiment, on est beaucoup d'intervenants. Et le fait est qu'on soit beaucoup d'intervenants, ça crée beaucoup de problèmes. Et on avait des maîtres d'œuvre, donc c'est ceux qui organisent les chantiers, etc. Et puis c'est aussi celui qui paye les travaux. Et on a des conducteurs de travaux qui sont fournis par les maîtres d'œuvre. Et la grosse problématique qu'on avait avec eux, c'est que c'est des gens qui sont concentrés sur les problèmes et pas sur les solutions. Donc si tu veux, quand tu gravites dans cet univers, il y a des problèmes en permanence. Et nous, notre but en tant qu'entreprise, c'est de les résoudre. Donc jusque-là, moi, ça me paraissait une logique... La base de l'entrepreneuriat, ouais. Ce qu'il y a de plus simple.
Mais sauf que tu as affaire à des personnes qui sont, je vais pas dire des fonctionnaires, mais on va dire on n'est pas loin, qui se concentrent sur les problèmes et quand tu leur apportes des solutions, on va dire que ça les intéresse pas tant que ça. Ils préfèrent se concentrer sur le problème et un peu essayer de te dire on va te punir d'avoir fait un truc pas bien. Et ils restent concentrés dessus alors que toi tu leur apportes des solutions. Donc si tu veux, je suis quand même dans une ambiance qui est un peu négative. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais une éponge un petit peu, que j'absorbais cette négativité. Ok, donc ça m'impactait directement. Et ben moi, ça m'impactait directement. Du fait est que je me suis rendu compte que j'étais une éponge. Donc sur mon moral, sur la personne que j'étais, ça m'impactait négativement. Donc ça a été un facteur important pour la raison pour laquelle j'ai voulu changer d'activité. Ouais. Et il y avait aussi une autre chose, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi, autour de moi, cinquantaine, soixantaine. Et quand je voyais dans l'état de santé à laquelle ils arrivaient à ces âges-là, pour avoir, certes une Porsche, une belle baraque, mais c'était pas non plus des fortunes, mais des personnes qui vivaient très bien, qui avaient quand même des belles situations. Mais quand je voyais dans l'état de santé dans lequel ils arrivaient à 60 ans, 65 ans, je me disais, ah ouais, moi j'ai pas envie de saigner toute ma vie au travail pour avoir une Porsche et une belle maison et avoir plus de santé, quoi. Ou une santé, et pas profiter, puis surtout avoir une santé médiocre, quoi. La plupart finissent sous traitement, tu vois, j'avais typiquement un voisin, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles, mais qui finit avec une pile au cœur, enfin bref, des choses que t'as pas forcément envie d'avoir, quoi. Ouais. Donc c'est pour cette raison que j'ai vendu cette activité, et puis je suis très content d'avoir vendu et d'être passé à autre chose. Ok. C'était un soulagement de vendre. Et puis voilà, maintenant c'est le e-commerce. Je suis très content de démarrer cette nouvelle aventure en e-commerce. Et pourquoi le e-commerce? Parce qu'il y a une tonne d'activités aujourd'hui. Si on regarde un petit peu les opportunités qu'il y a pour se lancer en ligne, pour pouvoir réussir, etc., qu'est-ce qui t'a fait choisir finalement le e-commerce? Alors moi, ce qui m'a fait choisir le e-commerce, c'est que dans ce changement de vie, je voulais un changement de pays. Ah. Donc en fait, non seulement je voulais changer de vie, mais aussi je voulais voir un peu ce qui se passait ailleurs dans le monde. Et forcément, j'ai commencé à m'intéresser aux activités qui gravitaient. Donc, tu sais que tu pouvais être libre, mobile et que ton activité ne soit pas impactée par... Liberté géographique un peu. Voilà, ouais. Et surtout que ton activité ne soit pas impactée par le fait que tu ne sois pas présent, quoi. Donc moi, dans mon activité, c'était tout simplement impossible. Et puis de toute façon, je voulais plus faire ça. Donc j'ai commencé à regarder un peu le e-commerce, il y avait les formations, enfin bref, il y avait un peu tous ces business, ces nouveaux business du net. Et si tu veux, le e-commerce, c'était le métier qui ressemblait le plus à ce que je connaissais. Du fait est qu'on restait sur des produits physiques, etc. Il y avait une logique que je comprenais et que je comprends moins sur les autres domaines du numérique, type influenceur, etc. Je comprends moins, tu vois. Et donc, je me suis dirigé là-dessus, j'ai commencé à m'intéresser, puis de fil en aiguille, j'ai lancé quelques petites boutiques test pour voir un peu comment ça fonctionnait. D'accord. Je me suis même intéressé à Amazon FBA, mais je trouvais le deal gagnant pour Amazon, mais perdant pour moi. Je me suis dit, bon, en général, ouais. Amazon, sympa, mais ils ont l'air de gagner beaucoup plus que moi, donc je vais leur laisser faire leur business, et puis moi, je vais faire le mien, le business de mon côté. Et donc, e-commerce... c'est m'est venu naturellement comme la meilleure solution. Donc, tu t'es formé au e-commerce pour comprendre un peu tous les tenants et aboutissants de ce business-là, savoir ce qu'il fallait faire, comment fallait le faire, etc. Et puis, tu as commencé à appliquer. Ouais, exactement. Ouais. J'ai fait tout bêtement, comme on ferait n'importe quelle activité. Je sais pas, tu vas être mécano, à un moment, il faut te former. Tu vas être... peu importe le métier que tu vas être, à un moment, il faut se former. Donc, j'ai commencé à me former, à m'intéresser. J'ai commencé à pratiquer parce que je pense que la formation, c'est super important. Mais plus important que la formation, il y a la pratique. L'expérience? Ouais, l'expérience, se créer son expérience, tester, voir ce qui marche pas, et voir entre guillemets ce que tu as appris, si tu arrives à l'appliquer, et puis corriger aussi, parce que aussi les business sont propres à chacun, à chaque chose que tu fais. Donc il y a des grandes lignes, des généralités, mais il faut aussi regarder un peu par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis mis à la pratique. J'ai fait une boutique, 2 boutiques, 3 boutiques de tests. Et puis après, je me suis dit, bon, je crois avoir à peu près compris les grandes lignes. Ouais. Je vais mettre du budget et je vais aller sur un truc sur lequel j'avais une croyance, entre guillemets. Je me suis dit, ce type de produit, si je le lance, je pense qu'il y a un marché. Et j'ai mis le budget, j'ai tout fait correctement. Et écoute, pour l'instant, ça prend pas trop mal. Tout fait correctement, ça, t'es balèze, hein. Enfin, tout fait correctement. J'ai tout fait correctement selon ce que je pensais être correct. Le mieux possible, quoi. Du mieux possible, mais après, dans tout faire correctement, c'est ce qu'on sait à l'heure actuelle, et puis après, en avançant, on se rend compte qu'on fait des erreurs, donc on améliore, on corrige, etc. Ouais. Donc voilà.
D'accord, ok. Ça fait combien de temps là que tu t'es lancé à peu près dans le e-commerce? Écoute, sur l'e-commerce, ça fait un peu plus d'1 an que j'y gratte. Et sur ce projet-là en particulier, où c'est que je me suis mis vraiment sérieux, ça doit faire 8 mois que je suis dessus. Ok, 8 mois. Ouais, peut-être un peu plus même, je crois, parce que j'ai lancé ça en avril l'année dernière. Donc, tu vois, non, ça va peut-être faire plus de 9-10 mois. Et quand tu as commencé tes ventes, c'était il y a combien de temps à peu près que tu t'es dit, allez, c'est bon, je lance ma première campagne, je fais mes premières ventes, je tente le truc? Alors, il s'est passé un peu de temps parce que tu vois, il y a l'émergence de l'idée. Après, bon, tu as la création de marque, tu as contacté des fournisseurs, trouvé des fournisseurs sérieux, etc. Et puis moi, la particularité, c'est que j'ai pas fait... alors, j'avais pu tester sur d'autres boutiques, mais là, pour ce produit que j'ai lancé, je voulais pas lancer le marché avec un produit de test, mode dropshipping, pour tester. Je me suis dit, je vais directement mettre les moyens et puis je vais directement brander, faire mon produit directement, un produit fini, prêt, vendable avec ma marque. Donc ça, si tu veux, ça m'a pris un peu de temps parce que forcément, il fallait trouver le fournisseur. Après, il fallait créer tes packaging, créer les notices, etc. Parce que forcément, tu n'as pas les notices et tout. Donc tu vois, tout ça, ça a dû me prendre facilement 2 mois, le temps de mettre tout en place. Après, j'ai lancé ma première commande et puis là, tu te retrouves face au délai de livraison. Ouais. Donc plus de 2 mois. Donc tu vois, j'ai dû recevoir mes premières marchandises. Ça a dû être fin septembre. À fin septembre? Ouais. Donc finalement, tu as lancé tes premières ventes en novembre. Non, mais mes premières ventes début octobre. Début octobre. Ouais, donc, début octobre, octobre. Novembre, décembre. Et grosso modo, on dira janvier, parce qu'on tourne là, on est mi-janvier, presque fin janvier. Donc, tu as 3 mois d'activité. 3 mois et demi. Octobre, novembre, décembre, allez, on va dire 4 mois si on prend large. Ouais. 4 mois d'activité réelle de vente. Ok. Donc, pour un démarrage, déjà, premièrement, il faut relever une chose, c'est que tu es parti sur une stratégie directement de stock et de branding. Tu as créé ta propre marque et tu as pris des stocks. Donc. Et j'ai pris des stocks. Et moi, si tu veux, je tenais à ça. C'est que je voulais expédier depuis la France pour expédier rapidement. Parce que je me rendais compte que c'était quand même quelque chose qui pouvait créer du mécontentement de client quand tu mettais du temps à livrer. Et puis, ça peut poser aussi du questionnement, de la remise en question sur ta marque, sur la qualité, etc. Enfin, sur ce que tu produis, ce que tu fais. Donc, je me suis dit, pour moi, c'était très important expédier en France, que la personne, en 48-72 heures, elle reçoive son produit et qu'elle n'ait pas le temps de poser 15 questions sur ta marque, etc., qu'elle soit tout de suite satisfaite. Ok, super. Donc, partir comme ça, c'est quand même couillu, comme on dit chez moi, parce qu'en général, on fait vraiment du testing sur un produit pour voir un petit peu ce qu'il en est et ensuite prendre le risque. Parce qu'il faut quand même le dire, quand on fait des commandes un petit peu comme ça, on a un minimum de commandes sur certains types de produits, ce qui représente quand même un sacré package à poser sur la table. Il faut déjà aligner un petit peu d'argent pour pouvoir commencer. D'ailleurs, sur ta première commande, tu t'es dit, ok, je suis prêt à mettre combien pour avoir mes premiers stocks? Alors, si tu veux, du fait que j'avais une boîte et que je l'avais vendue, j'avais un petit peu de cash devant moi. Donc, si tu veux, j'étais prêt à réinvestir et puis ça ne me faisait pas peur d'investir d'ailleurs. Et en fait, moi, j'ai pas tant défini le budget. C'est un peu mon fournisseur avec ce qu'on a pu négocier parce que si tu veux, ils ont des MOQ. J'ai plutôt négocié les MOQ au plus bas que je pouvais par rapport à leur tolérance. Mais ce qui m'a tout de même fait un premier stock quand même à 30 000 euros. Donc, à peine commencé. J'avais déjà investi 30 000 euros dans mon premier stock et sans compter tous les investissements que j'avais fait sur la création de packaging, etc. Aussi les créations de photos, de publicités, de vidéos, etc. J'ai dû en avoir peut-être pour 4 000. Donc, tu vois, grosso modo, le projet, j'en ai dû en avoir pour le lancer à peu près 35 000 euros, tu vois. À peu près 35 000, ça t'a permis de te lancer, de pouvoir enfin tester ton produit sur le marché. Je fais juste une petite aparté pour vous expliquer un petit peu. On ne va pas dévoiler aujourd'hui ni la niche, ni le site internet. Pourquoi? Parce que c'est dans une optique bien précise. Aujourd'hui, Joël m'a proposé de revenir. Il a dit, j'aimerais pouvoir faire un truc ultra quali par rapport à ça. Et donc, on mettra en place, on attendra que tu mettes en place encore certaines stratégies pour qu'on voit un petit peu cette évolution et que tu puisses proposer un truc qui te fait plaisir à proposer aux internautes, quoi, enfin à l'audience. Ouais, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un peu trop tôt pour parler de ce que je fais et de ma marque. Ouais. Mais par contre, je veux revenir pour en parler parce que quand j'aurai bien développé le truc, je trouve que c'est important de pouvoir partager tout ça et puis de faire voir l'évolution aussi du projet. Ok, bon, ça marche. Je vois que tu me fais du pied sous la table, je sais pas si c'est non, c'est pas fait exprès. Je vous dévoile tout, hein. On est en direct. Je trouve sympathique, mais... ouais, voilà, on passe, voilà. Ok, très bien. J'ai une question du coup, puisque toi, tu as fait de l'entrepreneuriat en France. Juste une question simple et concise. Entrepreneuriat en France, cool ou relou?
Alors, je pense que je peux pas te répondre de façon binaire en disant oui, c'est cool ou non, c'est pourri. Il y a des qualités. Moi, je pense que parmi les qualités qu'offre le fait d'entreprendre en France, je pense que c'est la facilité de trouver un marché, la facilité de créer une entreprise. Les facilités aussi, alors moi, c'était pas mon cas, mais je sais qu'il y en a qui profitent des aides de l'ACRE, etc., de passer de demandeur d'emploi. Enfin, il y a une très grande facilité, moi, je trouve, à trouver un marché et à ouvrir une entreprise. Ça, c'est la réalité de la France. Et puis, il faut la féliciter pour ça, parce que quand même, tous les pays n'offrent pas cette facilité. Par contre, dès que ton business il fonctionne, tu passes du jour à la nuit, quoi. Ça devient vite un enfer et tu es couvert par l'administratif, tu as des impôts dans tous les sens. Bon, de toute façon, tout le monde le sait qu'en France, il y a beaucoup d'impôts. Mais à la limite, c'est pas tant ça le problème, c'est plutôt que tu es vachement emmerdé administrativement, quoi. On te demande toujours des documents. Si tu fais une déclaration un peu en retard, c'est tout de suite des emmerdes, des pénalités. Enfin, derrière, le problème, c'est que la gestion qu'a les administrations fiscales par rapport à toi, tu as l'impression en fait d'être toujours coupable ou d'avoir toujours fait quelque chose de mal et on va dire qu'ils s'empressent d'être content limite que tu aies mal fait un truc, tu vois. On n'est pas dans un truc bon enfant, etc. Donc quand tu démarres, tout le monde est sympa avec toi, que ce soit les administrations, les gens autour. Par contre, dès que ton business commence à décoller et que tu commences à générer un peu du cash, là tu dis merde, changement d'ambiance. Ouais, changement d'ambiance, ouais. Tu passes de gars sympa à gars moins cool et puis l'ambiance change et c'est vraiment ça qui est dommage. C'est vraiment ça. Ouais, j'aurais été encore plus tranché que toi. Bon. Parce que pour le coup, tu parles de la taxation, de ci, de là, et que c'est pas ça le pire. Mais en réalité, quand on regarde la rentabilité d'une société, tout l'argent et l'énergie qu'on peut y mettre dedans, VS, ce que tu arrives à en retirer réellement. Quand je dis réellement, c'est une fois que tu as payé les taxes sur les salaires, une fois que tu as payé les taxes sur l'entreprise, une fois que tu as payé les taxes sur ce que tu t'es payé, sur les dividendes, etc., etc. Je trouve que c'est un pays qui est absolument déplorable pour ça. Et c'est dommage parce qu'effectivement, comme tu le disais, il te donne la possibilité de commencer, mais derrière, c'est pas fait pour que tu continues et pour encourager l'entrepreneuriat et la réussite. Ah non, mais clairement pas. Après, derrière, c'est la problématique, c'est que tu te retrouves face à tout ça et puis c'est décourageant, démotivant, quoi. Si tu veux, quand tu produis de l'argent, si tu te débrouilles bien, tu as 50%, tu fais moitié-moitié avec l'État en permanence, quoi. Donc, c'est ultra démotivant de produire de la richesse, quoi. Et puis surtout, après, tu arrives face à des paliers où c'est que tu as beau faire augmenter ton business et ton chiffre d'affaires, le bénéfice que toi, tu en tires, il est minime par rapport à l'effort et à l'augmentation du chiffre d'affaires. Alors, l'État et les impôts, eux, profitent de cette évolution du business. Par contre, toi, tu n'en profites quasiment pas, quoi. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a un décalage, quoi. Enfin, c'est très dur de faire croître ton entreprise. Et en plus de ça, c'est très dur de la faire croître de façon, je vais dire organique, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais aujourd'hui, en France, tu es obligé de beaucoup t'endetter, de faire des crédits, etc. pour te développer parce que tu as un poids tellement important des impôts qui t'handicapent financièrement que tu ne peux pas t'auto-financer pour développer ton business. Donc, tu as énormément de boîtes aujourd'hui qui passent par le crédit, par les banques. Ou qui ne veulent pas croître. Je discutais, moi, avec des entrepreneurs français qui me disaient « Non, mais je ne veux pas passer au-dessus de ce salaire-là, de ce seuil-là de chiffre d'affaires, parce que derrière, je vais passer dans une autre tranche d'imposition, je vais me faire découper, quoi. » Donc, alors oui, il y a ça aussi. Il y a ces effets de seuil et ces effets de tranche qui sont aussi... qui empêchent le développement. Hein. Typiquement, tu vois, le truc des 50 salariés pour les PME, oui. Qui entraîne, c'est pas le fait d'avoir plus de salariés, le problème, c'est le fait que ça t'engage des coûts supplémentaires et c'est lourd pour une entreprise et puis c'est du personnel en plus, c'est une organisation différente et les entreprises ne sont pas toujours prêtes et n'ont pas toujours les finances non plus pour financer ces coûts supplémentaires, donc c'est pas évident. Ouais. Et du coup, selon toi, qui a vécu un petit peu les deux types d'entrepreneuriat, quelle est la différence entre le business en ligne et le business réellement physique ? Alors, écoute, ça va peut-être paraître bizarre ce que je vais te dire, mais c'est pas si différent l'un de l'autre. Okay. Quand je dis ça, c'est que, alors certes, tu as cette facilité de la mobilité, tu as une facilité aussi que tu n'as pas dans les business physiques, c'est de pouvoir prendre des gens un peu à gauche, à droite, des freelances, quoi. Un peu à gauche, à droite pour faire certaines tâches. Mais par contre, quand tu fais du e-commerce, tu restes sur du produit physique. Donc, tu es toujours soumis à ces histoires de réglementation, liées à l'importation. Alors moi, j'ai fait le choix d'importer. Il y en a qui expédient depuis l'étranger. Ils ont peut-être d'autres difficultés ou peut-être d'autres facilités, ça, je ne sais pas. Mais du
Du fait est que moi, j'ai décidé d'importer en France, et ben, j'ai dû m'enregistrer numéro importateur, numéro de TVA, etc. Donc, tu rentres, on va dire, dans ces mécanismes d'entreprise classique. Donc, c'est pas si différent que ça dans le fond. Mais après, tu as quand même cette facilité de se dire que tu peux mettre tes stocks, que tu as juste besoin d'une connexion Internet et que tu es en mesure de trouver des freelances dans le monde entier pour pouvoir t'aider. Chose qui n'est pas possible dans les entreprises physiques, quoi. Bah, si tu es un gars, bah, il faut le prendre localement, quoi, et puis tu n'as pas le choix, quoi. Et ça, c'est le gros avantage pour moi du e-commerce, c'est cette facilité de pouvoir travailler avec le monde entier. Tiens, c'est rigolo parce que moi j'ai un avis totalement différent. Je trouve que c'est totalement contraire. J'ai aussi eu un business physique en France à l'époque. Et le truc qui me gonflait le plus, c'était ouais, il faut aller voir les fournisseurs. Il faut être à telle heure au magasin quand c'est un magasin ou à telle heure sur un chantier quand c'est un chantier pour toi. Il faut ouvrir à telle heure, il faut faire face aux clients directement. Il faut... Enfin voilà, il y a toute cette organisation, tu vois, qu'il va y avoir les EDF, l'eau, le payer ton local, être présent physiquement, même sur de la publicité, ça reste du physique. Il faut se déplacer, il faut serrer des pognes, en tout cas à la mairie, au machin, aussi, au là. Or, en ligne, j'ai pas tout ça. C'est-à-dire que effectivement, si je dois gérer des stocks, je fais quoi? J'appelle mes fournisseurs. Si je dois gérer un client, boum, je réponds par email. Si je dois... Et en fait, pour moi, ça m'offre un confort énorme de me dire, ouais, mais à 9h, je suis pas obligé d'ouvrir, de tirer le rideau et d'attendre au magasin. Ça ne me bloque pas ni dans une zone géographique, ni dans une zone temporelle de par les plannings, ni où que ce soit d'ailleurs. Et la plus grosse différence pour moi, elle se fait là. Cette balance, liberté, gestion complète de ton temps et de ta géographie, de ton emplacement, VS, des obligations physiques jour après jour. Alors ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, je trouve que tu as raison. Tu n'as pas d'obligation physique. Tu n'es pas obligé d'aller serrer des mains, d'être à 9h, rendez-vous, etc. Tu as aussi un avantage, c'est que même si, il ne faut pas en faire une généralité, mais même si tu ne travailles pas sur ton shop, bah, les ventes se font quand même parce que c'est un actif, quand même, une boutique. Même si ça demande quand même une présence et de s'en occuper parce que tu as du SAV, tu as des questions clients, etc. Donc, il faut quand même une présence. Mais c'est sûr que tu n'as pas tout ça. Mais après, moi, j'ai l'optique aussi de développer ça plus loin. Donc, je pense qu'à un moment, je repasserai dans l'étape de serrer des poignes et d'aller voir les humains, etc. Parce que moi, j'ai envie d'emmener le business dans ce sens-là et de ne pas rester forcément e-commerce 100%. Mais je suis d'accord avec toi que, bien sûr, que c'est vachement plus simple. Ça offre une plus grande flexibilité d'emploi du temps et une plus grande liberté, je suis d'accord. Au top. Je te propose qu'on parle d'expatriation un tout petit peu après, parce que tu nous as dit que tu t'étais expatrié, que tu étais ici à l'île Maurice, parce que oui, là en ce moment on est à l'île Maurice, ça se voit pas parce qu'on est en intérieur. Mais je te propose d'aborder un sujet qui est un peu tabou, un sujet qui fait parler les gens, qui intéresse les gens, qui rend curieux les gens, qui rend même parfois jaloux les gens. Ouais. Moi j'aime bien en parler parce que je trouve pas ça tabou pour le coup. On va parler de pognon, on va parler d'argent, tu vois. C'est sûr qu'on parle de ça? Écoute, moi j'ai aucun souci avec ça. Moi non plus, j'en ai aucun. Bon ben voilà, ben top alors, ça tombe bien. La première question, et ne me fais pas une réponse à la grand corps malade, hein. Ouais. À partir de combien on est riche, selon toi? Alors, je pense que c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse universelle, parce que tu as une personne qui va te dire qu'à 100 000 euros, il est riche, et puis si tu demandes à Donald Trump, je pense qu'à 100 millions, il est pauvre. Oui. Mais bon, ça, c'est du point de vue de chacun. Pour moi, je pense que on peut dire, pour moi, la richesse, la définition de la richesse, c'est d'avoir suffisamment d'argent et que cet argent te rapporte suffisamment d'argent pour ne pas travailler. Moi, c'est ma définition de la richesse. Oui, donc devenir libre et avoir un revenu automatisé et passif. Voilà, c'est d'avoir un capital financier qui te génère des revenus tous les mois ou tous les ans, on s'en fiche, mais qui te permettent de vivre. D'accord. Et selon sans travailler, quoi. Que tu travailles ou pas, tu as ces revenus qui te permettent de vivre selon ton lifestyle que tu auras décidé. Du rendement, quoi. Du rendement. Donc voilà, ouais. Pour moi, c'est ça ma vision de la richesse. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, par rapport au lifestyle que moi, j'aimerais bien avoir, je pense, moi, je fixe à partir de 10 millions d'euros, tu commences à rentrer pour moi dans la case des riches. 10 millions d'euros par mois, par an, Avoir un capital de 10 millions que tu puisses faire travailler. Moi, c'est comme ça que je dis. Donc, c'est ton capital de 10 millions que tu fais travailler. Ce voilà. qui va te générer, grosso modo, X milliers d'euros par mois, enfin X dizaines de milliers d'euros par mois. Si on dit, je te dis une bêtise, que tu arrives à générer un rendement de 7%, ça te fait 700 000 euros par an, ce qui est pas mal.
Ce qui commence à être correct. Ce qui est pas trop mal. Ok. Donc à partir de 700 000 euros par an, en automatique, passif, sans rien faire parce que tu as déjà coffré l'argent, pour toi, c'est bon, tu commences à être riche, tu commences à être dans ta zone. Pour moi, oui, moi, c'est ma définition de la richesse en tout cas. Ok, impeccable. Bon, on se rejoint un petit peu là-dessus aussi. Moi, c'est vraiment les revenus passifs. Alors après, moi, j'ai un seuil un petit peu psychologique qui va être plutôt aux alentours de 100 000 euros par mois. Je trouve que 100 000 euros par mois, c'est le truc où, bon, déjà, tu es à 6 chiffres, psychologiquement, ça fait plaisir. Mais c'est surtout que ça laisse une certaine flexibilité quand même qui n'est pas négligeable par rapport à tout ce que l'on veut faire, c'est-à-dire les placements, les sorties, les voyages et mener son train de vie de manière ultra confort pour le coup. Là, à partir de là... Tu sais, à 100 000 euros par mois, je sais pas, il faudrait regarder la statistique, mais je pense que là, tu fais partie des, je sais pas, peut-être 5% dans le monde. À 5%, non. Peut-être 10%. Le top 1%, déjà, il est à... Genre, il fait 50 000 par an, je crois, dans le monde, si tu prends le monde. Ouais, donc on est déjà largement au-dessus de ça. On est largement au-dessus. Mais non, bien sûr que c'est des bons revenus hein, quand tu commences à générer 100 000 euros par mois. Là, je pense que quand tu prends le top 1%, ceux qui font plus de 100 000 par mois de dividendes nets, hein, j'entends, pas de chiffre d'affaires, sinon ça veut rien dire, de revenus dans sa poche, je pense que là, tu fais peut-être partie des 10 meilleurs pourcents déjà du top 1% mondial. Ouais, ça serait à vérifier, c'est des statistiques à vérifier, je ne les ai pas pour le coup. Moi non plus, mais ça serait vraiment à voir. Mais ouais, là, le confort commence à être vraiment pas mal. On peut dire qu'on vit. Sans parler des milliards de Donald Trump. Sans parler des milliards, ouais, c'est sûr. Ok. D'ailleurs, si on devait être totalement transparent, toi, tu disais, j'ai vendu mon entreprise, j'ai vendu donc mon fonds de commerce, etc. Je sais que tu gardes certains placements, etc. On en parlera un petit peu après, justement, des investissements. À combien tu estimerais ta fortune personnelle aujourd'hui, si tu devais estimer ta fortune personnelle? Ma fortune personnelle, ça dépend comment on la jauge. Je te laisse la jauger comme tu veux, et chacun l'interprétera comme il le veut. Mais moi, j'ai pas une grande fortune, tu vois, ça doit être une petite centaine de cas, tu vois, en fortune personnelle. Après, dans une dizaine, quinzaine d'années, bon, je pense que ça sera beaucoup mieux. Parce que si je te dis ça, c'est que j'ai un bâtiment qui est aujourd'hui pas encore payé. Et puis le jour où ce bâtiment sera payé, bon. D'accord, donc en fait, tu as un actif qui est en cours. Qui est en cours de paiement. Lui va te mettre un gros truc de cash, un gros truc d'actif quand il t'appartiendra complètement. Mais pour le moment, tu as des encours dessus. En gros, c'est ce que voilà, ouais, je paye un crédit comme tous ceux qui achètent des biens. Donc, ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui je le considère pas tant comme un actif, c'est plus un passif parce que du fait est que il m'appartient mais que je paye un crédit tous les mois, qui m'appartient pas vraiment. Et moi j'ai fait un choix surtout, c'est que j'ai réinvesti quand même une bonne partie de mon argent que j'avais gagné dans le e-commerce et dans ce nouveau projet. Donc on va dire que mon cash est plus dehors qu'en banque. En fait, tu es en train de le faire tourner ton cash. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Moi, j'ai fait le choix de faire tourner mon cash et d'investir dans mon nouveau projet. D'accord. Donc, si là, on essaye de décrypter ton langage codé, tu as gardé environ 100K de liquidité pour sécurité tous les jours. On dira que c'est un truc un peu comme ça. Tu as de l'immobilier qui est en cours. Alors, tu dis que c'est un passif. Si tu fais du cash flow positif ou des choses comme ça, c'est plutôt un actif puisque c'est pas de la dépense de toi. C'est pas toi qui payes tout ça. Entre guillemets, c'est payé par ton locataire ou des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, tu as un actif qui est en train de s'auto-rembourser et que sur le long terme, ça va te générer X centaines de milliers d'euros de patrimoine. On va dire comme ça. Et tu as utilisé le reste de ton cash pour pouvoir financer toute ta réussite sur le e-commerce. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et du fait est que moi, j'ai choisi une niche qui est quand même assez énergivore en cash. Donc, si tu veux, j'ai investi pas mal de cash là-dedans, mais je suis très content de l'avoir fait. Et puis ça me donne encore plus de motivation. C'est ça. Et d'ailleurs, juste pour revenir un tout petit peu, on parle toujours argent. Ton business, tu l'as lancé donc il y a 3 mois et demi d'activité, on a dit, suite à tes premières ventes. Tu as généré combien de chiffre d'affaires en 3 mois et demi? Grosso modo, hein, pas précis, mais juste pour savoir à peu près. Dans les 200K à peu près. 200K en 3 mois. Donc c'est un lancement plutôt réussi qui te donne une belle perspective pour pouvoir améliorer tout ça par la suite. Ouais, pour le coup, je suis plutôt content de ce que ça a pu générer. Et on va dire, j'ai vite trouvé un marché et un public pour le produit, chose auquel je n'étais pas sûr, tu vois. On n'est jamais sûr, en tendance. C'est pour ça. Non, je suis plutôt content de ce qui s'est passé. Ok. Une dernière question sur l'argent. L'argent fait-il le bonheur?
il fait pas totalement le bonheur, mais je pense qu'il y contribue très grandement. Parce que tu peux être riche et être malheureux, hein, et on a des exemples tous les jours, je pense, de gens riches et malheureux. Mais par contre, l'inverse, c'est plutôt compliqué. L'inverse, c'est beaucoup plus dur. Ouais. Moi, je pense que d'être pauvre et heureux, on peut trouver le bonheur, hein. Mais selon ma vision à moi, l'argent contribue beaucoup au bonheur. Ouais. Oui, j'ai la même vision. J'ai la même vision, d'autant que quand tu discutes la plupart du temps avec des gens qui sont un peu plus dans le besoin et qui te disent non, je suis très heureux comme ça et je me satisfais de la situation. Bon, alors moi, satisfait de la situation, c'est un truc qui m'horripile un petit peu, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Quand tu leur dis, OK, c'est quoi tes rêves? Voyager, découvrir ça, tout implique de l'argent en permanence. Et comme le monde est régi par l'argent, je me dis, OK, d'accord, mais finalement, ils ne vivent pas leur vie à 100% et ils n'ont pas les moyens vraiment d'aller vivre 100% de leur rêve. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux, mais ça veut dire que finalement, vivre plus fort, c'est quand même quelque chose qui attire quand même les gens. Mais tu sais, il y a une question typique que tu poses à des personnes qui te disent « Moi, j'ai pas besoin d'argent pour être heureux ». Tu leur poses la question, si demain tu joues au loto et que tu es millionnaire, tu les prends ces millions ou pas? Ah bah ouais, ça me changerait la vie. Ah ouais. Donc tu me dis que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quelque part, si on te donne des millions par le loto, la chance, etc., bah, tu es le premier à les prendre pour profiter de la vie. Non, mais moi je pense que c'est hypocrite de dire qu'on n'a pas besoin d'argent pour être heureux. Ça ne fait pas 100% du bonheur, et ça ne le fera jamais, mais en tout cas, ça contribue beaucoup. C'est le meilleur outil sur cette planète pour prendre du bon temps. C'est ça. Donc l'argent est un outil. C'est un outil, c'est rien de plus, l'argent. Ouais. Et beaucoup de gens mettent de l'affect dans l'argent pourtant. Alors non, faut être... Alors je pense que c'est dur aussi, hein, mais il faut être détaché de l'argent. C'est un simple outil qui nous permet de vivre et de se payer les belles choses ou pas qu'on a envie, quoi. Ben, je suis d'accord avec toi, mais en fait, la société est faite de telle manière à ce qu'il y ait une pression telle sur les gens. Je sais pas si tu te rappelles l'époque où tu gagnais peut-être 1500 balles ou 2000 balles par mois. Que tu disais, mais putain, c'est tellement compliqué, je dois payer l'assurance, le machin, le... Ah non, mais là. On va pas aller au McDo, on va compter parce que 15 balles par mois à la fin, ça fait la diff, tu vois. Et les gens sont tellement matrixés par la société dans ce sens-là que la vie est dure sans argent, etc. et que finalement, il faut s'en satisfaire, il faut s'en contenter. Et ils sont tellement matrixés par la société comme ça que finalement, quand ils commencent à en avoir un petit peu de l'argent ou qu'ils en mettent un petit peu de côté, qu'est-ce qui se passe? Ils sont attachés à cet argent. Il faut le coffrer, il faut le mettre de côté, il faut l'économiser. C'est le mien, à moi, tu vois. Et genre, il y a un putain d'affect. Et le jour où ils doivent le dépenser ou s'ils doivent en perdre un tout petit peu, c'est la fin du monde. Mais après, moi, ça, c'est un comportement que je peux comprendre parce que c'est un comportement qui vient du manque. Tiens, typiquement, tu vois, j'ai un super exemple. J'ai un pote à moi. En plus, il regarde souvent YouTube et en plus, il a fait beaucoup de fric avec YouTube. Donc, peut-être qu'il regardera cette vidéo. Grosse dédicace à lui. Dédicace. Et tu vois, lui, il a gagné des millions d'euros. Hein. Ouais. Je ne sais pas quelle est sa fortune, mais c'est des millions d'euros en tout cas. Il vit très, très bien. Et typiquement, quand je parle avec lui, il manque pas d'argent. Mais tu vois, il n'achète pas de vêtements de marque, etc. Il me dit, parce que j'ai toujours peur de manquer, etc. Du fait est qu'il a grandi sans trop d'argent et qu'il est devenu riche un peu du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain. Il a travaillé, etc. Ça a mis un peu de temps, mais assez rapidement. Et ben, il a toujours cette peur de manquer de l'argent. Alors qu'en fait, pas du tout. Il est largement... Enfin, il peut vivre jusqu'à la fin de sa vie sans travailler. Mais chez lui, c'est resté ancré, tu vois. Et c'est souvent ancré chez les gens qui partent d'un milieu un peu de merde, dans une situation un petit peu de merde. Ça reste ancré. D'ailleurs, j'ai regardé une interview de Anthony Bourbon, celui qui fait Feed, là. Ouais. Et il disait, en fait, ce qui fait que on crée un riche, réellement, c'est de toujours ne jamais oublier d'où on vient, en fait, c'est-à-dire de garder ses réflexes de pauvre. Ouais, et là, très récemment, il l'a dit, je sais pas il y a combien de temps, mais il y a peut-être une semaine. Ouais, mais lui, il voulait dire qu'il gardait un mode de vie assez simple, etc., qu'il n'avait pas forcément... Ça, mais c'est réflexe de pauvre. Surtout pour rester dans ça et pour toujours palper le fait que, oui, le fait de faire ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais, bien sûr. Ouais, en tout cas, si c'est comme ça que je l'ai compris, hein, peut-être qu'il n'a pas du tout voulu dire ça, mais... Ouais. Mais moi, je l'avais compris dans un autre sens, tu vois. J'avais compris, il a gardé un mode de vie assez simple, qui fait qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Et qu'en fait, aujourd'hui, avec l'argent, il en fait des investissements, etc. Parce qu'en fait, il n'a pas peur de le perdre. Parce que si jamais il doit revenir à son mode de vie initial, entre guillemets, il est déjà préparé du fait qu'il n'a pas eu un gros écart de vie entre avant, T'aurais dit plus par peur de le perdre ?
Non. Pas par peur de perdre, c'est que ça lui fait pas peur, au contraire. Si demain il devait redevenir pauvre, entre guillemets, Ouais, mais du coup, ça lui faisait pas peur. mais ça lui fait pas peur parce qu'il a toujours ce mode de vie austère et du coup, tu penses que Ouais. c'est pour ça que ça lui fait pas peur? Ou parce que moi, personnellement, je l'ai pas compris comme ça. Vraiment, j'ai compris, je reste avec cette façon de réagir un petit peu de pauvre parce que ça me permet d'apprécier le fait que je sois riche Ouais. et surtout le fait que même s'il revient à zéro, il sait qu'il peut générer de l'argent. Donc il n'a pas peur de ça. D'ailleurs, il le dit quand il va en vacances, il claque 50 000, machin, tout ça, et c'est OK, il n'y a pas de problème. Ouais, d'accord. Moi, je l'avais compris dans un autre sens. Tu vois. D'accord, bon, bah, on lui passera un coup de fil, on lui demandera. On lui demandera son avis et qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire. Exactement. OK. On va passer du coup sur cette histoire de dingue qui Ouais. t'est arrivée. Le titre de la vidéo, d'ailleurs. Ouais. Tu t'es fait attaquer par des pirates et t'as perdu 130 000 balles. Écoute, raconte-nous un petit peu, c'est quoi cette histoire, ce truc de dingue? Parce que personnellement, ça fait un petit moment, pour le coup, que je suis dans l'entrepreneuriat, dans le e-commerce, qu'on connaît un petit peu comment ça se passe. Je pense que c'est une des premières fois que j'entends ça quand même. Bah écoute, pour en avoir parlé un peu autour de moi, fallait que ça tombe sur moi, mais je connais personne à qui c'est arrivé. C'est une histoire assez dingue, parce que même moi, franchement, quand je l'ai appris, même moi, j'y croyais pas, tu vois, à quel point c'était assez dingue. Donc si tu veux, je passe une commande à mon fournisseur en Chine, et puis c'est une commande à 130 000 €. Donc un petit peu de sous quand même. Et puis tu vois, au bout d'un mois, je lui envoie un petit message au freight forwarder, où c'est que ça en est la cargaison? Parce que pas de nouvelles, tu vois, et il m'envoie un mail en me disant le bateau a été attaqué par des outils, par des pirates outils. Moi, je dis quoi? Premier réflexe, il se fout de ma gueule. Ah oui, surtout qu'ils sont bons pour embobiner. Ah bah, surtout que tu sais, ceux qui ont déjà travaillé ou qui travailleront avec des Chinois, ils verront, je sais pas si on va dire qu'ils mentent, mais ils disent jamais la vérité. Ouais, Bon, en ils tout cas, arrangent le truc. Voilà, Ouais, ils te font toujours les choses pour que tu sois content, et s'il faut un petit peu de mensonge dedans, bon, ça se fait assez Ça passe. naturellement. Ça se fait assez naturellement. Donc, habitué à ça, des relations que j'ai avec eux, je me dis, il est en train de m'embobiner, quoi. Il me dit une connerie. Donc, si tu veux, j'avais le nom du navire sur lequel la cargaison était. Donc, moi, j'ai tapé en anglais, attaque, outil, le nom du navire. Et je me suis dit, je vais voir si c'est une connerie ou pas, ce qu'il me dit, tu vois. Et putain, je tombe sur un article et je vois vraiment le nom du navire a été attaqué par une roquette, machin, pirate en mer et tout. Et ce jour-là, d'ailleurs, il y avait eu 3 navires d'attaquer, dont le mien, quoi. Ouais. Alors, je sais pas, il y a peut-être 100 navires qui passent à cet endroit tous les jours. Forcément, il y en a 3 qui se font attaquer, il y avait le mien dedans. Bon, enfin bref. Et je regarde ça et puis je vois ça sur un deuxième média, un troisième média. Je dis, bon, on m'a pas raconté de conneries, c'est vraiment vrai, quoi. Et le bateau s'est vraiment fait attaquer par une roquette. Donc les Houthis, c'est, alors je sais pas exactement, mais une branche armée au Yémen. Ouais. Et du fait des conflits là qu'il y avait récemment avec Israël et la Palestine, ils ont décidé d'attaquer tous les bateaux dans lesquels un Israélien était impliqué dedans financièrement. Bon, pour le coup, la compagnie, moi, qui avait le bateau, c'était un Israélien, un Anglais israélien, qui était propriétaire, quoi. Donc ils lui ont balancé une roquette. Donc, si tu veux, l'histoire était tellement folle que même moi, je voulais pas y croire. Et donc, au final, heureusement, ce qui s'est passé de positif, c'est que le navire a pris une roquette, mais la marchandise n'était pas endommagée. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis décharger la marchandise au port le plus près, qui était Alexandrie, en Égypte. Ouais. Donc, ils sont partis décharger toute la marchandise. Et puis après, le bateau, je crois qu'il est parti, je crois, en Turquie pour se faire réparer. Et heureusement pour moi, j'ai pas perdu les 130 000. Ça a juste pris beaucoup de temps, mais j'ai pensé à un moment les perdre. Ouais. D'accord, donc là, tu les as récupérés. En fait, tu as récupéré ta marchandise ou c'est toujours en attente? Alors, ça a été livré la semaine dernière. C'est vraiment récent, le déblocage, c'est vraiment récent. Et ça a été livré la semaine dernière et c'est un gros soulagement. Tu m'étonnes. Gros soulagement. Ouais. Quand on dit que c'est aussi du risque de faire du stock, c'est qu'on peut se faire attaquer par des pirates. Alors, ça arrive pas souvent. Ah ouais, mais l'histoire, elle est incroyable. Et puis surtout, si jamais la marchandise avait été endommagée, il y avait des assurances. Donc j'étais assuré. J'étais assuré à 90% de la valeur de la marchandise. Ah oui. Donc si tu veux, j'allais me prendre 15 ou 20 000 € de perte quand même, quoi. Et puis une assurance, c'est quelqu'un qui met je sais pas combien de temps à te payer. Et puis
Oui, tu tu sais pas quand est-ce que tu verras. Tu sais pas quand c'est que tu verras ton pognon et comment et sous quelles conditions, quoi. Ouais, Donc, si tu veux, ça m'inquiétait vraiment. Et heureusement, j'ai reçu la marchandise la semaine dernière. Ouais, moi je te cache pas que la première fois que j'ai entendu ton histoire, parce que faut savoir que nous on se connaît quand même très bien, on est très amis et c'est un super ami à nous qui l'a su en premier, qui me l'a raconté. En vrai, j'ai pas pu me retenir de rigoler, même si c'était pas rigolo de base, parce que non, mais 130 000 balles. J'ai dit mais pourquoi? Surtout que toi avec les livraisons, ça fait 2-3 fois que tu râlais après des opérateurs de livraison parce que t'avais un peu des couilles. Et qu'on s'est dit, alors on en rigolait déjà régulièrement, et que là en plus tu t'es attaqué genre par des pirates, un truc insensé venu d'ailleurs. Ah non, mais carrément. Hein, c'est vraiment quelque chose, et j'espère que ça n'arrivera qu'une seule fois dans ma vie. Écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite. Avis aux pirates, arrêtez de bombarder les navires. Ouais. Laissez-nous tranquille. Passe-leur un message, regarde direct la caméra. S'il vous plaît, arrêtez de le bombarder. Ok. Alors, pour partir un petit peu sur autre chose, c'est quelque chose que j'aime bien voir avec des entrepreneurs, etc. Souvent, j'essaye de voir, quand je rencontre du monde, les 3 valeurs qui sont essentielles à leurs yeux pour réussir. Je te parle de business, de succès, d'entrepreneuriat. Hein. Je te parle pas forcément des valeurs auprès de la personne, quoi. Mais quelles sont les valeurs pour toi qui mènent au succès? Alors, on parle de valeur ou de qualité? Ou Comme tu veux. Les deux sont liés? Ouais, les deux peuvent être liés, ça dépend. Ouais. Si c'est trop pourri, je te le dirai. Bon, ça marche. Alors moi, tu vois, ce que je mettrais en premier, c'est d'être un bon marketeur. Ok. Je pense que c'est une des premières qualités à avoir, parce que toute entreprise, elle a besoin d'un marketeur à la base pour la lancer. Pour faire son premier chiffre d'affaires, il faut donner envie, quoi. Ouais. Et si on ne sait pas donner envie, difficile de de démarrer un business, quoi. C'est très compliqué. Après, si je devais donner une deuxième qualité, qui m'a fait défaut d'ailleurs, et je me suis rendu compte que c'était une erreur, c'est de savoir très vite déléguer. Ok. Alors très vite ou très bien? Alors, l'un ne va pas sans l'autre, il faut très vite déléguer et très bien. Parce que ça peut aller l'un sans l'autre. Moi j'ai fait cette erreur, hein. J'ai très vite délégué, mais pas très bien. Ouais, donc, en fait, moi, si tu veux, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas déléguer. Ouais. Justement parce que j'avais ces craintes et du fait aussi d'expérience que j'avais d'entrepreneurs autour de moi, que quand ils déléguaient, mon pauvre, les gars arrivaient quasiment à te foutre les business en l'air, quoi. Non, mais c'est vrai, hein, et ça arrive malheureusement. Mais il y a une problématique, c'est que quand tu délègues pas, tu te prives aussi de pouvoir aller beaucoup plus loin dans ton business, et tu te prives aussi de talent des fois. Tu veux faire les choses à la place de quelqu'un, etc., parce que tu n'as pas envie de déléguer, parce que tu considères que tu peux mieux faire. Et en fait, des fois, tu te retrouves face à des gens qui font différemment de toi. Qui font mieux, même. Alors, avec plus de compétences. Tu vois, tu vas les regarder, tu vas dire, j'aurais pas fait comme ça. Mais au final, le client est content. Et au final, ce qu'ils font, c'est mieux que toi. Et si tu veux, quand tu n'arrives pas à prendre ce recul, moi, j'ai mis du temps à prendre ce recul et à me rendre compte que c'était une erreur, tu te rends compte qu'en fait, tu te prives de développer ton business juste par peur de se dire peut-être que ça a mal été fait, etc. Donc par contre, ça engage un autre aspect que tu remarques et qui est très important, c'est que il faut trouver les bonnes personnes. Et ça, c'est pas toujours évident, mais en cherchant, on trouve. En cherchant, on trouve. Mais ouais, donc ça, tu vois, pour moi, ça fait partie de la deuxième qualité qu'il faut avoir, pardon. Et si je peux donner une troisième qualité, c'est de savoir s'entourer. Alors dans son cercle proche, etc., il faut savoir s'entourer parce que des personnes positives autour de toi, ça te rend positif, ça te permet de t'ouvrir les yeux sur le business, sur les opportunités, sur plein de choses, tu vois. Donc ça, c'est très important. Pour moi, tu vois, l'expression là, t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, moi, tu vois, je trouve que c'est 100% vrai et c'est très important. Et il faut aussi savoir s'ouvrir aux autres, discuter, rencontrer des personnes parce qu'on crée des opportunités en rencontrant des personnes des fois qu'on n'avait pas prévu de rencontrer. Et ça crée des opportunités. Ça crée du réseau, etc. Ça crée du réseau et des opportunités que tu n'avais pas forcément envisagées. Tu vois, moi, typiquement, quand j'ai fait des appels d'offres, une des plus grandes contraintes que j'ai eues quand j'ai démarré les appels d'offres, c'est que je remplissais mes dossiers tout bien, tout propre, mais je n'avais pas de réseau. Et si tu veux, gentiment, mes appels d'offres, ils me disaient refuser, rejeter, etc. Mais j'avais toujours des raisons un peu vagues, etc. Et puis, je me suis mis à rencontrer des bonnes personnes qui étaient dans ce réseau, etc. Ils m'ont dit, non, mais t'inquiète pas, on va te présenter un tel, un tel, un tel. Et puis, tu vois, alors je dis pas que les appels d'offres, c'est de la magouille, hein,
Mais en tout cas, il y a une forme de complaisance. Et puis, quand tu as les bonnes personnes, il y a des formes d'amitié. Ça aide beaucoup. Les relations et les connexions. Les relations, oui, bien sûr. Et après, moi, je comprends. Tu vois, je crache pas dessus parce que je préfère donner du boulot à quelqu'un que je connais et à qui je vais avoir confiance plutôt que donner à un inconnu. Je sais pas qui c'est, qu'est-ce qu'il va me faire. Et puis, dans les emmerdes dans lesquelles il peut me foutre. Donc, bon, j'arrive à comprendre. Mais si tu veux, tant que tu n'as pas ces personnes qui puissent te mettre en relation, bah, ça t'empêche de développer ton business. Mais c'est ça, et puis des fois, ça se joue sur un truc, c'est-à-dire qu'une personne que tu connais te met juste en relation avec une autre personne, ça va te débloquer un chiffre d'affaires énorme. Moi, sur cette année, j'ai juste une personne qui m'a mis en relation avec une autre personne, juste ce petit pont-là qui a été fait, c'est-à-dire ces 2 messages WhatsApp. Hein. Ça m'a généré 250 000 euros. Juste ça. C'est énorme. Sur cette année. Imagine si tu multiplies les connexions, etc., par rapport juste à une connexion. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Les connexions et le réseau, c'est ultra important. Parce que ça, c'est vraiment qu'une connexion. C'est pas la grosse partie de mon business. Hein, c'est vraiment qu'une seule partie. Et c'est super important. Par contre, il y a un truc, toi, que tu n'as pas dit et qui m'intéresse, c'est la résilience. Parce que si la personne a tout ce que tu dis, mais qu'elle n'a pas de résilience, c'est-à-dire qu'à la première difficulté, la première baffe dans la gueule, elle reste couchée par terre, est-ce que tu penses qu'elle va réussir? Non, impossible. Est-ce que la résilience ne serait pas la compétence numéro 1? La valeur, la qualité numéro 1? Elle en fait partie, forcément, parce que entreprendre, c'est des difficultés. Et les personnes qui, à la moindre difficulté, s'arrêtent, elles vont très vite en rencontrer et elles vont très vite s'arrêter. Donc, je suis d'accord avec toi. J'y avais pas forcément pensé, mais je suis d'accord avec toi que ça fait partie aussi des qualités indispensables à avoir. Ok, bon, mais top. J'étais souvent, quand je rencontre des gens, on rencontre plein de beaux mondes. Quand je discute avec eux, c'est la qualité qui revient. Et il y en a qui disent, mais regarde, moi, je suis un bourrinasse comme pas permis, et je gagne de la thune comme pas permis parce que je m'arrête jamais, je lâche jamais, et je continue, et je continue, et je continue. Et le mec, il dit, je suis pas plus intelligent qu'un autre, quoi. Non, mais c'est totalement vrai. Hein. All right. J'aimerais qu'on parle un peu d'expatriation. Parce que on se retrouve ici à Maurice. Si on se retrouve ici à Maurice, c'est qu'on a quitté la France. C'est devenu très philosophique. En tout cas, ça a du sens. Ça a du sens. Ça paraît cohérent jusque-là. Donc toi, Maurice, c'est ton premier pays d'expatriation. Ouais, première fois que je m'expatrie. Ouais. Direct. Pourquoi tu t'es expatrié? Donc moi, j'ai quitté la France. Ça vient de toute une logique, mais le Covid y a pas mal participé. J'avais déjà des envies, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de partir ailleurs. Et puis après, ce qui s'est passé pendant le Covid, ça m'a vraiment dit, je me sentais plus trop à ma place. Donc ça a accentué cette envie de partir. Et puis j'avais envie de découvrir des nouvelles choses. Et puis j'avais envie d'une vie qui me correspondait plus. Je me sentais plus à ma place en France. Le climat social, ce qui se passait, c'était plus mon truc. Je me sentais pas à l'aise. La politique, je kiffe pas forcément. Les médias, encore moins. Donc, si tu veux, ce climat anxiogène, de la négativité, de se centrer toujours sur ce qui est négatif plutôt que sur ce qui est positif, moi, ça me... Tu vois, comme j'ai dit tout en début, moi, j'étais une éponge. Je me rends compte que je suis une éponge. Et donc, tu vois, ce climat négatif me rendait moi-même négatif. Et moi, j'avais pas envie de ça. J'ai quelqu'un de positif à la base. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de partir. Et puis après, j'avais aussi l'éducation des enfants où c'est que je reconnaissais plus les valeurs que je voulais inculquer à mes enfants. Je les reconnaissais plus dans ce qui était partagé dans l'école. Donc... Tu vois, c'était multifactoriel, mais... Ok. Donc tout ce qui est politique, tout ce qui est médias, tout ce qui est valeurs véhiculées autour de tout ça, tout ce qui est mentalité des gens en global, en général, on va pas stigmatiser tout le monde, mais en général, on se rend compte que les gens sont plutôt négatifs, sont plutôt jaloux si tu te mets à réussir, etc., etc. Et c'est tout ça qui aurait pu peser sur ta décision de découvrir un autre pays pour pouvoir trouver... autre chose, quoi, un autre climat. Ouais, non, mais totalement, c'est ça, moi, qui m'a poussé. Et puis, avec ma femme, on aimait beaucoup voyager. Donc, si tu veux, quand on voyageait, on trouvait toujours les cultures sympas, les trucs. Donc, après, on était en mode touriste, vacances, donc tout est beau, tout est rose. Mais on voulait aussi se dire, on va essayer un peu de voir comment on vit ailleurs. Et sincèrement, moi, si je peux donner un conseil... ceux qui peuvent s'expatrier, faites-le le plus vite possible parce que c'est une sacrée expérience. Peut-être que vous apprécierez, peut-être que vous apprécierez pas. Mais pour ceux qui ont l'occasion, et je vais dire un truc, plus on est jeune, mieux c'est quoi. Donc moi, le conseil que je donnerais, il faut tenter l'expérience. Après, il y en a qui rentreront parce que ça leur plaît pas, mais je pense que beaucoup y trouveront leur compte aussi. Ouais, et d'ailleurs, tu dis tenter l'expérience. Si on pouvait faire
une espèce de balance, point fort, point faible de l'expatriation. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Alors, point fort, je vois que des points forts pour ma part. En point faible, franchement, moi, le seul point faible que je vois de l'expatriation, c'est la distance avec la famille. Et un peu ce manque de pouvoir partager des moments avec la famille, les amis, etc. C'est plus cette histoire de distance et de manque de famille. Après, sur le reste... Après, il n'y a que des avantages. Donc là, à Maurice, il n'y a que des avantages. Non, il n'y a pas que des avantages, mais si tu veux, dans un pays, il y a des avantages et des inconvénients. C'est ça. Donc tous les pays, il n'y a aucun pays parfait, ils ont tous leur balance. Par rapport à ce que moi je recherche de la vie, j'ai trouvé mon équilibre et ma bonne balance à Maurice. Si tu veux, quand je mets une balance et que je regarde les avantages et les inconvénients, la partie avantage l'emporte largement sur la partie inconvénient, quoi. Et si tu veux, j'étais arrivé dans une balance inverse en France où c'est que la partie inconvénient était beaucoup plus importante que la partie avantage. Ouais. Donc si tu veux, j'ai été assez pragmatique, quoi. Je me suis dit, je peux pas rester comme ça, quoi. Ok. Et aujourd'hui, tu retournerais en France? Alors, actuellement, et pour les années à venir, non, pour moi, c'est pas possible. Ok. Il faudrait vraiment qu'il y ait un gros changement. Il faudrait vraiment que ça change radicalement. Et puis même, je me sens bien à l'étranger, en fait. J'ai pas forcément envie de rentrer. Puis tu sais, il y a quand même un truc, par exemple, que moi j'aime bien les pays chauds. Ici, on est dans un pays chaud, tu vois, le climat. Il fait très beau en été en France, mais le reste de l'année, il fait quand même froid, même si on est dans le sud de la France. Il y a quand même des températures froides. Moi, tu vois, ce climat, il fait tout le temps bon, un peu soleil, etc. Bon, je suis obligé de vivre à l'étranger pour l'avoir, quoi. Juste pour situer, c'est quoi que tu appelles le sud de la France? Non, parce que bon, il y en a qui me disent le sud de la France, machin, ils sont... À partir de la Bourgogne. Ah ouais, voilà, d'accord, ok, on est d'accord. Donc, tu n'es pas dans le sud de la France, tu es quelque part perché au milieu de la France. Non, moi je vais te dire, pour moi le sud de la France, c'est à partir de Montpellier, Marseille, le sud de l'Ardèche, un peu, on commence à être dans le sud de la France. Pour moi. Ouais, voilà, ce genre de créneau là, c'est le sud de la France. Ouais, c'est ça. Ok, ça va. Donc il fait quand même si les hivers sont plus doux, il fait quand même froid. Yes, c'est ça. Mais d'ailleurs, vous, dites-nous un petit peu en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt team expatriation, team France et je bougerai jamais de France, ou team j'ai envie de découvrir et pourquoi pas j'irai un jour dans un autre pays, etc. pour autre chose que juste un voyage. Voilà, n'hésitez pas à partager parce que ça nous donnera des sujets un petit peu à aller explorer pour les autres podcasts et c'est super important de prendre votre avis en considération. Je vais te parler d'une autre chose, parce que je sais qu'on partage plusieurs passions un petit peu en commun. Ouais. Une d'entre elles, c'est l'investissement. C'est-à-dire que quand on a du pognon, quand on a de l'argent qui rentre, on aime bien l'investir. Ouais. On a vu tout à l'heure que tu as de l'investissement en immobilier. On a vu tout à l'heure que tu as investi dans ton business. Donc tu ne gardes pas juste du pognon pour garder du pognon. Tu l'utilises ce pognon pour qu'il fructifie, pour qu'il se multiplie. Je vais te donner 2-3 secteurs d'investissement et tu me dis si tu investis dedans. D'accord. Est-ce que tu investis en bourse? De façon anecdotique. D'accord, donc ça compte pas vraiment. Non. Ok. Est-ce que tu investis en crypto-monnaie? Ouais, crypto, ouais. Pourquoi? Alors moi, si tu veux, la crypto, ça allait un peu avec l'expatriation, c'était le sentiment de liberté. La crypto, pour moi, dans les valeurs qu'elle apportait, c'était les valeurs de liberté. Et d'être libre, d'être propriétaire de son argent. Ok, ouais, donc en décentralisé plutôt? Ouais, du fait que ça apportait cette décentralisation, pour moi, c'était une façon de reprendre possession de mon argent. Ok. Et puis, il y avait aussi ce petit fait que potentiellement, dans la crypto, en investissant 5 ou 10 000 euros, on peut aussi gagner pas mal de fric. Donc, ça m'intéressait dans ce sens, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai investi en crypto. D'accord. Et puis, ça me permettait aussi un peu de mettre une partie de mon argent de côté dans un endroit que je considérais comme sûr. Même si c'est pas totalement sûr pour le coup. Il y a des risques en crypto. Il y a des risques. Moi, je sais que j'en ai fait les frais et donc il faut faire très attention quand on a investi en crypto quand même. Oui, c'est vrai que tu avais perdu. Moi, si tu veux, j'avais investi dans. Enfin, j'ai même oublié, je crois que c'est l'UST là, de Terra Luna. Ah oui, le fameux. J'avais été. Ouais, je voyais des étoiles, tu vois, ils proposaient 20% sur un stablecoin adossé au dollar. Moi, je me suis dit, waouh, génial. Juste à y poser un peu de fric et tu vas gagner 20% de rendement. Bon, malheureusement, quand ça s'est effondré, 20% de rendement, ils sont devenus zéro et puis plus de fric. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention.
Mais je reste investi en crypto sur des projets un peu plus gros, type Ethereum. J'ai un peu de Solana, j'ai aussi du CRO, comme tu sais. Je sais pas pourquoi je crois en cette plateforme, peut-être que je me tromperai, mais bon, Ouais. j'ai fait le choix d'investir dedans. Et après, j'ai un peu de BNB, j'ai un peu de Shiba Inu, enfin moi, j'ai quelques autres cryptos. Ok. Mais principalement, mes plus gros actifs sont Ethereum, CRO et Solana. Ok, ouais. Tu essayes de miser quand même sur des crypto-monnaies qui ont fait leurs preuves, ou en tout cas qui sont Voilà. plutôt stables, avec un potentiel d'évolution assez costaud. Ok. C'est le choix que j'ai fait. Je pense pas que ça soit le meilleur, mais en tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Et en termes de pourcentage de tes actifs, ça peut représenter quoi la crypto pour toi? Je dirais 10%. 10% de tes actifs? Ok. Donc ça fait quand même un bag assez sympa. Tu as mis quand même une bonne participation aux crypto. Bon, l'Ethereum fait que là, pour le coup, ça me fait un peu du bien en ce moment. Peut-être que je l'ai acheté à un bon moment. Mais l'Ethereum me fait gagner un peu de nom. Ok. Les montres. Tu investis dans les montres. Alors, tu vois, bizarrement, les montres, je suis pas rentré en tant qu'investisseur. Ah, tu es rentré par rapport à quoi? Je suis rentré par rapport à une phrase toute con de Ségala, le conseiller de Sarkozy à l'époque, Ah oui. qui avait dit si t'as pas une Rolex avant 40 ans ou 50 ans, je sais pas ce qu'il avait dit, T'as raté ta vie. t'as raté ta vie. Alors, je sais plus si c'est 40 ou 50 ans. Mais enfin bref. Et moi j'avais 30 ans à ce moment-là. Et puis bon, j'avais gagné un peu d'argent et tout. Et puis, tu sais, quand tu arrives à des moments dans ton business, et moi c'est arrivé à ce moment-là que tu as gagné un peu de fric, mais tu sais plus pourquoi tu fais ce business. Tu arrives à vouloir dépenser ton argent dans des caisses, dans des machins. Enfin moi, bon, j'avais regardé les caisses, mais bon, au final, je n'étais pas allé. Puis cette phrase, elle m'est revenue en tête. Et je me suis dit, putain, je vais me payer une Rolex, tiens. Ouais. Et quelque part, je me disais, bon, c'est quelque chose qui perd pas trop de valeur. Donc, tu vois, sur un coup de tête, je regarde ma femme, je lui dis, on prend la voiture, on monte en Suisse, je vais m'acheter une Rolex. Ok, cash, coup de tête, boum. Ouais, c'était pendant le mois de décembre, en 2020. Je dis, viens, on prend la voiture, on va en Suisse et je vais aller chez Rolex, j'ai envie de m'acheter une Rolex. Et c'est que par la suite que tu t'es rendu compte que ça pouvait être potentiellement un investissement? Et qu'il y avait des rendements dessus, ou qu'il y avait en tout cas une spéculation? En fait, si tu veux, moi, je monte à Genève, je m'achète cette Rolex. C'était, donc, pour le coup, c'est une Datejust que j'avais acheté. Datejust 41? Une Datejust 41 en bimatière, donc or et acier. J'achète ça, tout content et tout. Et je rentre en France et j'avais mon voisin à moi qui, lui, avait acheté 2 Rolex d'occasion. Et il me dit, ah tiens, je lui dis, j'ai acheté une Rolex et tout. Je savais qu'il avait 2 Rolex, mais tu vois, je m'étais intéressé rapidement, mais pas plus que ça, tu vois. Et lui, il avait une Submariner et une GMT Master, une Pepsi, tu vois. Ouais. Et il me dit, t'aurais pas dû acheter ça. Je lui dis, pourquoi? Il me fait, t'aurais dû acheter comme moi une Submariner et une Pepsi. Il me dit, c'est les montres professionnels qui ont la cote et qui prennent de la valeur. Je dis, ouais, mais là, cette montre, pour le coup, je l'ai acheté plaisir. J'ai pas forcément pensé à investissement, tu vois. Et suite à ça, j'ai commencé à regarder les montres, à m'intéresser. Et puis, j'ai commencé à voir quand même que c'était un bel investissement. Et puis, les années Covid, Rolex a vu sa cote exploser, quoi. Ouais. Donc, je me suis dit, ah ouais, faut peut-être que je commence à regarder les montres professionnelles et puis à stocker un peu d'argent dedans. C'est un plaisir. Et puis, quelque part, bon, ça prend de la valeur et c'est sympa, quoi. Et puis, c'est une façon aussi de protéger son argent parce qu'à la place de la mettre en banque, aller chez toi. Ouais. Enfin bon, Tu as le à part si tu te fais cambrioler, mais bon, tu as le contrôle, elle est chez toi, quoi. Ouais. Donc c'est une façon aussi de stocker son argent chez soi, quoi. D'accord. Et donc c'est pour ça que après j'en ai acheté une deuxième, et là normalement j'ai une troisième qui arrive. T'es pas au courant d'ailleurs, mais Oh, ouais, je suis sur une touche, mais pas confirmée, mais une touche. quel modèle? Une GMT Master, C'est intéressant. une Batman. Ouais. Ah, bien. Ouais. GMT Master 2, Batman. Ouais. Ok. Bracelet Oster, du coup? Même pas. Bracelet jubilé? Bracelet jumelé. Donc Bad Girl, plutôt. Une Bad Girl, ouais. Ouais. Ok. Ouais. J'ai une touche là-dessus, là, donc je dois confirmer ça. Mais, Impeccable. La collection s'agrandit petit à petit. ouais. Donc je pense que ça sera la dernière des Rolex. Ok. Et après? Peut-être que si jamais vraiment j'arrive à trouver une Daytona acier, peut-être que je réinvestirai dedans. Et puis là, je ferai une pause dans les montres parce que tu vois, j'aimerais bien arriver sur la gamme au-dessus. Ah. Et tu vois, en ligne de mire, moi, j'ai une autre marque Piguet, tu vois. Mais bon, là, on passe sur des budgets, sur des valorisations autres. Ouais. Donc là, je vais me mettre plus au boulot, me concentrer sur mon activité. Et puis quand j'aurai... Dépend du modèle.
Le problème, c'est que le modèle que je regarde, il me semble qu'en magasin, il vaut 80K. Et sachant que c'est très compliqué d'en avoir une, Ok. il va falloir faire preuve de patience. Et puis il va falloir que je travaille aussi pour générer suffisamment de cash pour pouvoir me permettre d'investir là-dedans, quoi. Il va falloir se mettre sur les bonnes listes d'attente aussi parce que celle-là, elle est Également, ouais. Moi, je connais le modèle que tu veux et Qui est très belle, hein, d'ailleurs. je vais probablement me mettre sur la liste d'attente aussi, mais je sais super pertinemment que bon, ça va laisser un petit peu de temps. Peut-être que je me dis, si je me mets sur liste d'attente maintenant, d'ici que le business se développe, D'ici 3-4 ans, peut-être 3-4 ans, peut-être que tu vois, les planètes vont s'aligner. C'est ça. Ouais. Il faut savoir une chose, c'est que dans les montres, il y a beaucoup de spéculation. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que là, par exemple, sur un modèle comme on peut avoir là, c'est quelque chose qui prend 8% par an de manière normale, puisque c'est Rolex qui augmente ses prix de 8% chaque année. Grosso modo, cette année, c'est entre 8,2 et 8,7, je crois, si je me trompe pas. Ça a pas mal augmenté. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, ça fait un investissement qui monte, quoi qu'il en soit, chaque année. Ensuite, il y a les modèles collector, ou les modèles un petit peu plus rares. Ça peut avoir de la spéculation. C'est-à-dire que, comme tu disais, une Pepsi de ton voisin de l'époque, aujourd'hui, ça coûte quoi, 9 000 Non, maintenant, avec les 9% de taux, Tu dois être à 10 000, 10 500. dans les un peu plus de 10 000 euros neuf. Voilà, entre 10 et 11 000, concrètement, elle sort entre 18 et 25 000 sur le marché secondaire immédiatement. Ouais, c'est ça. Donc il y a une vraie spéculation dessus. Et puis il y en a, tu parlais tout à l'heure de la Daytona, c'est encore plus élevé. Moi personnellement, je ne joue pas forcément que la spéculation. Parce que la spéculation, du jour au lendemain, ça peut se casser la gueule, il peut y avoir de la production, il peut y avoir plein de choses. Et ce sera beaucoup plus compliqué à jouer. Par contre, les 8% par an, c'est quasiment assuré. Aujourd'hui, les 8% Ouais, bien sûr. en sécurité, c'est quand même quelque chose de pas négligeable. Parce qu'il faut savoir quand même qu'une Rolex, alors, ça reste quand même un actif très liquide. Hein. Oui. Moi, tu vois, là, j'ai une Submariner au poignet. Je suis sûr que si je veux la vendre, peut-être en 1 mois, 2 mois, même pas, elle est vendue, quoi. Donc, c'est très facile de trouver un acheteur. Et À combien tu la vends? moi, tu vois, j'ai dû la payer dans les 9 000, je crois. Dans les 9 000 et quelques. Je pense qu'à 12 000, tu vois, je serais sur la partie, sur la cote à peu près. À 12 000, je trouve un acheteur, quoi. Donc, tu vois, j'ai pris grosso modo 3 000 euros et je trouve une liquidité. Je pense même qu'en 15 jours, 3 semaines, elle est vendue. Ouais, si tu te mets au bon prix, ouais. Parce qu'aujourd'hui, la cote, elle est à 12 000. Donc, je pense qu'à 12 000, elle part rapidement. Bon, moi, j'ai pas envie de le faire, mais Ah ben non, tu vas les garder. je vais la garder, moi. Investissement en voiture. Est-ce que tu as déjà fait? Non, jamais l'investissement en voiture. Et puis, j'en ferai pas immédiatement, parce que Maurice, c'est pas forcément le pays pour investir en voiture. C'est pas faux. Et puis, la problématique que je trouve dans l'investissement en voiture, c'est que quand tu as fait le choix d'être un peu nomade digital ou d'être expatrié, si tu dois prendre l'avion avec ta voiture, pas évident à transporter, quoi. C'est plus complexe. En effet. Donc, je me suis jamais intéressé à ça, mais je sais qu'il y a des personnes sur des Porsche de certaines années, etc., qui font des belles plus-values. Et sur d'ailleurs des caisses qui étaient moi les caisses de mon enfance, tu sais, tout ce qui était R21 Turbo, Ah oui. les Clio Williams, etc., les Timer un peu. Timer, Mhm. tu vois, ça a pris des cotes assez dingues et c'est des bons investissements aussi, non? C'est bon investissement. Moi, j'avais investi en voiture. Ouais, et alors que ça donnait? J'ai fait x2. Donc, tu vois, bon investissement. Ouais, bon investissement. Bon, j'avais choisi le bon modèle, etc. Ce qui fait que ça s'était plutôt bien passé. Effectivement. On va passer à la dernière partie du coup de ce podcast. On va accélérer un petit peu. On va passer à des jeux. Alors, ce sont des jeux très rapides. On va faire le jeu Si j'étais. Ouais. Ok. Et là, je vais te parler un petit peu de... Je vais prendre ma tablette. Ça va être marrant, ça, si j'étais. Si j'étais moi, on va pas partir en sucette, hein, on va rester un petit peu sur l'entrepreneuriat, etc. Non, mais tu peux partir là où tu veux. Moi, en général, je te parle d'entrepreneuriat. D'ailleurs, si vous voulez jouer et nous dire, vous, qu'est-ce que vous auriez choisi, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire pour voir un petit peu votre état d'esprit, etc. etc. Ça en dit long sur la personnalité, mine de rien, ce jeu. Donc, on va voir un petit peu... J'espère que ça ressortira quelque chose de positif. On va voir ce que tu as dans le ventre. Allez, c'est parti. Si j'étais une entreprise célèbre, je serais... Rolex. Pourquoi? Ah, la gloire, la beauté, non. Puis ça prend de la cote toutes les années, donc. Tu veux te bonifier avec le temps? Bah peut-être, ouais. Puis je pense que c'est aussi ce qu'on veut tous. Ok. S'améliorer avec les années. Très intéressant. Si j'étais un entrepreneur célèbre, je serais... J'aime bien Donald Trump. Pourquoi? Tiens, c'est atypique. Et si je devais choisir un français, j'aime bien Bernard Tapie, tu vois. Bernard Tapie. Ouais. Alors c'est à chaque fois très clivant quand même, hein. Ce sont des personnages un peu...
Ouais, mais j'aime bien parce que c'est des gars qui ont des façons de penser qui sortent du lot. Et c'est des réussites financières, donc bon, qu'est-ce qu'on veut leur reprocher? Ouais, non, mais... On aime, on n'aime pas, c'est sûr, mais après, si on se rapporte qu'au business pur et dur, les gars, bon, c'est des réussites financières, quoi. Ok. Business pur et dur. Ok. Ouais. Si j'étais une innovation technologique, je serais... La crypto. Ah. Par rapport à quoi? Bah, par rapport à ce que ça représente, je sais pas ce que ça donnera, mais cette partie un peu anti-système, je sors un petit peu Ouais. de ce truc qu'on veut m'imposer, De tout ce qui est contrôle, quoi. de tout ce qui est contrôle, ouais. Ok. Incontrôlable. Si j'étais un outil marketing, je serais... Question dure, ça. Un outil marketing, bah, un réseau social, par exemple. Ok. Et j'en ai pas en tête, précisément. Tu as pas de... Non. Parce que je pense que le réseau social est le meilleur outil marketing. Mais tu vois, la prochaine, c'était si j'étais un réseau social, je serais... Facebook, tiens. À l'ancienne. Truc de À l'ancienne, papa, ouais. Bah, je pense que c'est celui qui gagne le plus de fric encore. Meta, je crois que c'est encore la plateforme. Enfin, si on prend Facebook et Instagram, ça reste les plateformes de réseaux sociaux les plus utilisées. Donc, Ok. Facebook n'est pas mort. Malgré qu'il soit vieillissant, Facebook n'est pas mort. Ok, retenez ça les jeunes. Facebook n'est pas mort. Si j'étais un livre de business, je serais... Tiens, j'aime bien Robert Kiyosaki. Ouais, lequel? Père riche, père pauvre. Ok, la base, quoi. Ouais, je dis ça parce La que c'est un des fondation. premiers, comme beaucoup de gens, que j'ai lu et qui me donne une autre perspective de la vie. Ok. Ouais. Moi, j'aime bien aussi Robert Kiyosaki, mais je suis plus sur le quadrant du cash flow. Ça ouvre encore plus les perspectives, je trouve. Alors, je le trouve plus lourd, par contre. Ah, mais c'est un peu plus... faut se positionner, quoi, à un moment. C'est sûr que c'est plus compliqué, c'est moins de la philosophie. Il est plus... Enfin, Père riche, père pauvre est plus simple à prendre en premier abord. C'est ça. Si j'étais une stratégie de business, je serais... Alors, je sais pas si on peut dire une stratégie, mais faudrait reproduire celle de LVMH, tiens. Très bonne stratégie. Ok. Ouais. Dans le luxe, toi, c'est toujours... dans le luxe. Ouais, mais quand tu regardes, c'est eux qui ont les meilleures réussites, donc faut suivre les meilleurs, faut pas suivre les moins bons. Et si j'étais un échec entrepreneurial, je serais... Tu sais que j'en connais pas. Je sonne bien un nom d'un gars qui a échoué. Mais pas forcément un gars, un échec en particulier, qui t'apprend quelque chose. Ah, je sais pas. Ça me vient pas comme ça. Pas d'échec, toi. Droit vers la réussite. Non, mais ouais, ça fait pas partie de mon logiciel. Bon, ça peut arriver, hein, mais j'ai toujours envie de la réussite, donc c'est vrai que je vois pas forcément les choses de façon négative. Ok, très bien. On va faire des débats. On va ouvrir le quiz à la con. Le quiz à la con est une partie que j'adore parce qu'on va prendre un petit peu certains sujets qui peuvent être clivants ou pas, d'ailleurs, qui peuvent déranger ou pas, et on va donner notre avis dessus. Et ça n'a rien à voir avec le business. D'accord. Allez, on change un petit peu. Ça marche. Ça va. Je suis OK. Le véganisme, c'est un mode de vie éthique ou c'est un mode de vie extrême? C'est un mode de vie qui va bien à ceux qui le pratiquent. Ça, c'est une réponse qui me convient pas. C'est une réponse qui ne convient pas. Non, moi je vais te dire véganisme, OK, mais voilà, pour eux, quoi. Qui veulent pas nous l'imposer, quoi. Si tu veux être vegan, c'est ton problème, mais moi, si je veux manger de la viande, personnellement, je suis un mangeur de viande, je veux pas qu'on m'impose un régime végétalien ou vegan. D'accord, donc vegan, ok, mais faites pas chier. C'est à peu près ça. Très bien. Réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux connectent ou isolent les gens? Alors, d'un point de vue business, c'est génial. D'un point de vue personnel, et moi, j'en suis la première victime, je trouve que c'est un peu terrible. On a tendance à passer trop de temps dessus et ça isole plus que ça connecte. Le changement climatique, c'est une crise urgente ou c'est les médias qui exagèrent pour nous passer des trucs genre la voiture électrique et tous les machins de business? Alors moi, je pense plutôt, je vais peut-être à contre-tendance, mais je pense plutôt que c'est une connerie totale et que si on regarde bien d'un point de vue sans l'intervention de l'homme et de ce qui se passe aujourd'hui, alors je dis pas qu'il faut continuer dans le mode de vie dans lequel on est, mais la planète, elle n'a pas attendu l'être humain pour faire des changements. Donc si aujourd'hui la planète se réchauffe, c'est peut-être que c'est naturel et il y a peut-être d'autres choses à régler que ça.
Mais par contre, je suis pour un mode de consommation plus propre et pas pollué. Ça a du sens, mais bon. Donc la voiture électrique, réelle opportunité pour sauver la planète, grand foutage de gueule économique. Alors là, je pense qu'on est sur un des plus gros foutages de gueule, je vais dire. Parce que moi, j'ai regardé quelques études pour amortir l'impact écologique d'une construction d'une voiture électrique, quand on sait que ça implique l'extraction de terres rares et que c'est extrêmement polluant de traiter les terres rares. Je crois qu'une voiture électrique, elle arrive à un bilan énergétique neutre sur une voiture classique au bout de 100 000 km, quoi. Ouais. Et je pense qu'au bout de 100 000 km, les batteries ont déjà été changées, donc je ne suis pas vraiment sûr que... Et puis tu les mets où, les batteries? Ouais, et puis il y a un problème de recyclage. Non, moi je pense que c'est c'est un pur lobbying et c'est vraiment une connerie totale. Je te rejoins là-dessus. L'immigration, est-ce que c'est un enrichissement culturel ou est-ce que c'est un putain de problème? Alors l'immigration, c'est quelque chose de très positif à condition que ça soit bien géré. C'est-à-dire que je pense que tout pays qui souhaite procéder à l'immigration, il faut qu'il le fasse de manière intelligente. L'immigration doit apporter au pays et pas l'inverse. Un peu comme nous, on a fait en arrivant à Maurice, où ils nous demandent des ressources, des machins, un petit peu, ils cadrent. Tu vois, typiquement, Maurice a une gestion intelligente de son immigration. C'est pas les portes ouvertes. Alors tout le monde est très bien accueilli et tout le monde est le bienvenu. Mais il y a des conditions. Et les conditions, c'est que tu apportes quelque chose d'économique au pays. Et tu vois, je pense qu'ils ont une immigration intelligente. Et après, par contre, qui tu es, d'où tu viens, ta religion, etc., ils en ont complètement rien à foutre du moment que tu apportes de la valeur au pays. Exactement. Éducation sexuelle à l'école, nécessaire ou inappropriée? Moi, je vais trouver ça extrêmement inapproprié. Pourquoi? Pour moi, l'école, si je mets mes enfants à l'école, c'est pour apprendre des maths, du français, enfin bref, des matières qu'on retrouve à l'école. L'éducation sexuelle, pour moi, c'est quelque chose qui doit se faire par la famille et seulement par la famille. Et l'école n'a rien à y faire là-dedans. À moins qu'on est sur quelque chose de physiologique, à un âge plus avancé, où c'est qu'on va décrire les organes, etc. Mais je ne suis pas pour l'éducation sexuelle, entre guillemets, comment on doit avoir des rapports, etc. Pour moi, l'école n'a pas à participer à ça. La prévention, mettre des capotes, tous ces trucs-là, l'école niette, interdit. Pour moi, non, c'est pas à l'école de faire ça. Ok, c'est aux parents. C'est aux parents, ouais. D'accord. L'usage de drogue récréative, est-ce que c'est une liberté personnelle ou est-ce que c'est une menace sociale? Alors, moi, je pense que c'est une liberté personnelle. Si les gens ont envie de se droguer, ça les regarde. Après, socialement, malheureusement, c'est plus négatif que positif pour moi. C'est ma vision, mais après, si les gens ont envie de se droguer, c'est leur problème. Chacun fait ce qu'il veut. Ok. Allez, un dernier. La peine de mort. Est-ce que c'est justice ou est-ce que c'est barbarie? Je pense que dans certains cas, c'est justice. Il ne faut pas que ça soit utilisé à outrance, mais je pense que la peine de mort est quelque chose de bon. Alors, pas bon pour le mort, forcément, parce qu'il est mort. Mais si tu veux, je te parle d'un cas dans une affaire de pédocriminalité. Tu vois, ça peut peut-être permettre aux parents ou aux personnes qui ont subi le préjudice, peut-être de se sentir mieux. Donc, okay. Et puis ça aussi permet aussi de nettoyer la société des personnes qu'on ne veut pas forcément. D'accord. Très bien. Et s'il se trompe, la justice? Alors, c'est toute la problématique, je pense, de la peine de mort. Et en Amérique, on voit bien la problématique qu'il y a eu. C'est la plus grosse problématique, c'est que tant qu'on n'est pas sûr. Mais je vais te dire, si demain, on a des vidéos, on a des preuves qui sont avérées, je pense que ça peut avoir du sens. Par contre, c'est vrai que si on n'a pas la certitude, il ne faut pas la pratiquer. Ok. Au top. Merci pour ça. On va faire un dernier truc et ensuite on clôturera ce podcast. J'ai une petite vidéo à te montrer. C'est l'actu de la semaine. Ok, c'est passé à la télé. Je vais te voir cette vidéo-là et j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Expliquer et informer qu'on peut être remboursé par la sécurité sociale et qu'on n'est pas obligé en France d'aller se prostituer par exemple au Bois de Boulogne pour payer ses opérations, parce qu'il faut le dire aussi, il y a plein de femmes trans qui font ça. Le problème, bien évidemment, c'est pas les femmes trans, mais c'est bien le système qui est mal fait, parce que même moi je suis d'accord que c'est pas
qu'il y a des inégalités, mais on n'y est pour rien. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les opérations, elles sont pas remboursées automatiquement. C'est-à-dire que c'est pas, on va s'inscrire à l'hôpital, on dit je veux changer de sexe, bah écoutez, demain vous aurez une poitrine. C'est de plus en plus le cas. C'est pas ça. Il y a un long parcours. Il y a un parcours psychiatrique, psychologique. Moi, entre le moment où je me suis inscrite et le moment où je me suis fait opérer de la vaginoplastie, c'est écoulé 8 ans en fait. Et pendant les 8 ans, Ok. On est sur un sujet assez tendance. Sujet assez tendance. Comme tu peux voir, cette personne-là est passée dans une émission très connue en France et elle explique qu'elle a voulu changer de corps. Donc, a priori, c'est un mec qui a voulu devenir femme. Très bien, libre à lui. Et il explique qu'il s'est fait rembourser ses opérations par la Sécu. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui... Ouais, c'est ok, après tout, chacun fait comme il veut et le système est bien fait. Alors moi, mon avis, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Si tu as envie de changer de sexe, ça te regarde et puis tu fais bien ce que tu veux. C'est pas aux autres de décider pour toi. Après, par contre, sur le fait est que ça soit à la société de prendre en charge ces opérations, là, je vais être totalement contre. Parce que c'est pas à la société de prendre en charge, ça reste de l'esthétique, hein, mine de rien. Donc c'est pas à la société de prendre en charge ce type d'opération. Ok. Et sachant que, moi je vais parler pour la France, hein, quand on voit que le niveau de remboursement baisse à peu près de partout, d'aller payer ce type d'opération qui coûte une fortune, je pense pas que ce soit la priorité. C'est pas la priorité. Puis surtout, faut savoir quand même que tout l'argent qui est donné, distribué par la Sécu, etc., c'est l'argent du contribuable. Bien Donc, sûr. est-ce que les gens ont à payer pour les transformations esthétiques de quelqu'un, même s'il y a des failles dans le système? Je trouve ça immoral au plus haut point, moi, Bien personnellement. Parce qu'il y a des gens qui sont en attente pour des vrais problèmes, des maladies, des choses comme ça, où ils ont besoin, cancer du sein, tu as besoin de te faire placer des prothèses si tu as envie de faire les choses comme il faut. Enfin, si tu as envie d'avoir une esthétique qui te plaît, en tout cas, c'est plutôt ça, etc., etc. Enfin, il y a plein de problèmes de santé qui peuvent nécessiter ce genre de choses et pour lesquels ça pourrait être bien adapté. Mais quelqu'un qui a juste envie d'avoir autre chose entre les jambes, je suis désolé, mais c'est de son propre ressort et c'est son propre argent qui doit être engagé, pas celui des autres. Enfin, dans un système mutualiste, je pense que oui. C'est pas à la société de payer pour ce genre de choses. C'est mon avis en tout cas. Allez, au top. Joël, je vais te remercier pour ce podcast. Je vais te remercier. Merci à toi, ça. C'était vraiment un bon moment, c'était cool. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde comme prochain type de sujet? On va inviter plein d'autres personnes, donc il n'y a pas de souci. On prendra en compte, bien entendu, vos commentaires. Quel type de personnes vous voulez qu'on invite? De quelle niche? Parce qu'on connaît énormément d'entrepreneurs, donc on va en faire venir au fur et à mesure. Et puis, plus on verra de commentaires avec des requêtes de votre part, et plus on essaiera d'adapter notre contenu par rapport à ça. Merci à vous d'avoir été présents, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.